Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? On regarde souvent des histoires sur le net et on se dit que ça ne peut arriver qu'aux autres. Mon invité du jour me prouve que le travail et la passion peuvent faire mentir tous ces pronostics. Je reçois aujourd'hui une femme brillante et ambitieuse, Eva Biassou, la co-créatrice de la marque Evaser. Evaser, c'est une marque qui en moins de 4 ans a passé la barre des 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Impressionnant, je sais. Comment faire sa place dans un secteur aussi concurrentiel que celui des produits capillaires? Comment ne pas se perdre quand on grandit aussi vite? On parle de tout ça avec mon invité du jour. Tu as envie de changer le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de consommer, de vivre, de penser, mais surtout, changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le partager, le commenter et à laisser 5 étoiles pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Bonjour Eva. Bonjour Tia, comment vas-tu? Super, merci beaucoup d'être là avec nous pour cette petite conversation. Je suis vraiment très contente parce que je suis l'évolution de ta marque depuis un petit moment et c'est toujours impressionnant de se dire que des gens qui cartonnent comme ça acceptent humblement de venir dans mon petit podcast, donc vraiment merci pour ça. Avec plaisir. Alors, première question que je suis obligée de te poser, tu es plutôt thé ou café? Moi, je suis plutôt thé. D'accord, ok. Alors, c'est ma pause café, mais on ferait une exception pour toi. Ce serait une pause thé, ça me va très bien. Ça marche, en plus j'ai monté, donc... C'est parfait. Alors, on va un peu remonter le temps. Quel genre de petite fille étais-tu et c'était quoi tes rêves d'enfant à l'époque? Alors moi, c'est vrai que petite fille, j'étais assez introvertie, assez réservée. Mes rêves d'enfant, en fait, je voulais tout simplement réussir à l'école parce que ma mère, en fait, elle était femme de ménage et elle me disait tout le temps elle me disait voilà, si tu veux changer ton destin, c'est à toi de jouer. Voilà, t'as toutes les cartes. Travaille à l'école parce que le fait d'avoir des diplômes, ça va vraiment pouvoir t'aider dans la vie. Donc moi, je voulais juste réussir au départ par rapport à ma mère, pour qu'elle soit contente. C'était vraiment plus pour elle ou toi aussi quand même t'aimais un peu l'école? Parce que tu sais, des fois on a un objectif en disant non, c'est vraiment pour faire plaisir à l'autre et il y a certaines personnes qui disent non, j'aimais vraiment l'école en vrai aussi. Alors, honnêtement, c'est vrai que je peux pas dire que j'aimais pas l'école. Parce que l'école... en fait, je comprenais... Je veux pas dire que j'aimais l'école, puisque ça serait quand même un petit peu mentir, mais je comprenais en fait l'importance de l'école. Voilà, donc pour moi, c'était très important d'aller à l'école, de bien faire mes devoirs tout le temps. Je me souviens encore des fois où je passais mes soirées à faire mes devoirs. Mes frères et sœurs, par contre, eux... je sais pas. Mais tu vois, c'est super intéressant parce que ils faisaient jamais ses devoirs. Je sais pas s'ils faisaient pas leurs devoirs, je pense que oui, mais en tout cas, ça leur prenait pas autant de temps que moi. Moi, j'ai l'impression de sacrifier toutes mes soirées à faire mes devoirs parce que le lendemain, j'avais tel truc ou tel truc. Donc voilà, pour moi, c'était très important. Donc j'attachais beaucoup d'importance à l'école, au fait de faire les devoirs pour exceller. Quel a été ton cursus scolaire? Alors, pour mon cursus scolaire, j'ai effectué dans un premier temps une licence. C'est une licence LEA, langue étrangère appliquée. Et puis ensuite, j'ai fait un master en management international. Et récemment, j'ai obtenu une certification puisque au final, je continue de me former malgré tout puisque je sais qu'il y a plein de choses que je ne sais pas et j'aime apprendre en fait. J'aime apprendre. Et donc, j'ai obtenu une certification tout récemment de Korn Ferry, en partenariat avec la fondation L'Oréal, Leadership pour les femmes. Donc, c'est une certification en leadership. Ok, génial. T'as fait ça en combien de temps? C'est une certification qui a duré 6 mois. Ah ouais, quand même. Donc, en fait, t'as allié ta casquette de chef d'entreprise avec la reprise d'études. Ça n'a pas été trop difficile? Si, c'est dur, mais bon, à un moment donné, quand on espère des choses, on y va.
Est-ce que plus jeune, adolescente, tu avais déjà une vision de ce que tu voulais faire plus tard, ou est-ce que c'est vraiment avec les années que ça s'est profilé un petit peu plus clairement? Bah, honnêtement, à la fin de mon master, je ne savais toujours pas vraiment concrètement ce que je voulais faire. Donc, c'est vrai que bon, bah, les dernières années de master, j'ai eu une spécialisation. Moi, c'était les RH qui m'intéressaient. Donc, j'ai fait mon stage de fin d'études en Australie en RH. Donc, moi, je me profilais vers ce secteur-là. Mais c'est vrai que tout mon cursus scolaire, C'était flou. c'était très, très, très flou. Hein. Mais tu vois, je trouve ça hyper inspirant parce que tu nous dis jusqu'au master je savais pas quoi faire, alors que tu vois en francophonie, je sais pas si ailleurs c'est pareil, justement tu as vécu en Australie, tu me diras, mais en francophonie je trouve qu'on met une pression dingue sur les épaules des gamins en mode déjà dès le lycée tu dois savoir ce que tu dois faire pour telle orientation, tout ça, alors que je me dis en fait c'est la vie très souvent qui va nous diriger vers une voie, et donc c'est avec les années, l'expérience, le vécu qu'on va savoir. Et toi t'es l'exemple parfait qu'on peut arriver loin sans vraiment savoir où aller et finalement cartonner parce que on va avoir une réelle passion. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai que il y en a beaucoup, hein, des personnes qui savent pas. Moi, je sais que pendant mon cursus scolaire, j'étais pas la seule. On était vraiment pas mal à ne pas savoir ce qu'on allait faire. Tout ce qu'on savait, c'est qu'il fallait aller le plus loin possible dans tous les cas, puisque le mieux, c'était d'avoir un master dans tous les cas, et que avec un master, ce serait plus facile de se spécialiser. Mais c'est vrai que c'était l'impasse totale. Et puis les cheveux, je savais pas que ça deviendrait mon métier. Donc je le faisais, mais vraiment et à l'époque où j'ai terminé mon master, j'avais pas encore lancé Evaser. J'étais très 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 loin de là. T'avais déjà cette passion du cheveu? La passion sans avoir lancé Evaer, mais est-ce que c'était déjà quelque chose qui t'animait? Oui, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup animée. Je me souviens pas depuis. J'ai toujours voulu avoir des cheveux sains. Des cheveux sains. Et à l'époque où je finissais mon master 2014, donc je retournais au naturel, après de longues années de défrisage. Et donc, j'avais lu des livres, donc j'avais une expertise déjà assez sharp en termes de capillaire, pour le cheveu texturé en tout cas. Et c'était l'époque où je commençais à recevoir beaucoup de compliments de passants dans la rue sur mes cheveux. Mais c'est vrai que oui, ça a presque toujours été une passion, les cheveux, pour moi. Moi, je trouve ça trop beau, tu sais, quand t'as une passion et que finalement, c'est ta passion qui te fait vivre. Je trouve ça incroyable, et c'est vrai que c'est toujours ce qu'on souhaite à tout le monde, et on se dit, je sais plus qui a dit cette célèbre phrase, vivez de votre passion et vous ne travaillerez pas une journée de votre vie. Je pense que toi, aujourd'hui, même si j'imagine que c'est une charge de travail importante, mais je pense que tu t'as peut-être pas l'impression de travailler comme quelqu'un qui irait peut-être à l'usine. Ah, tout à fait, ça n'a rien à voir. Hein. Lorsque je compare ma vie actuelle avec ma vie de lorsque j'étais salariée, ça n'a rien à voir. C'est vrai que le matin, je me lève, je suis excitée en fait. Je suis tout le temps excitée. Tout le temps. Mais c'est motivant, tu vois, c'est motivant pour les personnes qui sont peut-être dans cette phase un peu floue, ils ne savent pas dans quelle direction aller, ou même qui sont peut-être déjà à un poste mais qui sentent qu'ils sont pas au bon endroit, de se dire lâchez rien, continuez de vous former, continuez d'être curieux, parce que c'est peut-être comme ça aussi que vous allez vous allez découvrir une passion, et t'en es la preuve. Donc vraiment, écoutez ce podcast jusqu'au bout, parce que je pense qu'on va apprendre plein de choses hyper intéressantes. Comment est né Evaser? Est-ce qu'à l'époque tu t'es dit c'est dingue, il n'y a pas ce que je recherche, parce que on parle quand même du mouvement Nappy depuis déjà un bon moment, il y a une proposition sur le marché qui est quand même là, mais est-ce que toi spécifiquement il y avait des choses qui te manquaient, et c'était quoi? Alors moi, honnêtement, bien que j'étais très passionnée de capillaire, il y avait déjà beaucoup de produits sur le marché. Hein. Moi, c'est vrai que j'étais vraiment les produits américains. C'était ce qui m'attirait le plus à l'époque, parce que le marketing était bien fait. Je sentais que vraiment ça m'était destiné. Et en fait, Evaser, c'est parti de ma communauté YouTube. Donc, en gros, pour la faire courte, je recevais énormément de compliments de passants dans la rue, comme je te disais, sur mes cheveux. Ouais. Passants, collègues de travail, ma famille. Et ça s'est alimenté. Ça s'est alimenté, à tel point qu'à un moment, je me suis dit, là, franchement, c'est trop, là. C'est trop, il faut que je fasse quelque chose. Donc, et je me suis dit, pourquoi pas lancer une chaîne YouTube à ce moment-là. Je lance une chaîne YouTube, comme ça me permettra de partager
mes petites astuces capillaires, montrer comment je fais ci, je fais ça, et peut-être que ça pourra inspirer plus d'un, même d'idées de coiffure ou peu importe. Et puis, dans mes tutos, c'est vrai que j'utilisais tout le temps l'huile de ricin noir d'Haïti, parce que du coup, à l'époque, c'était mon grand-père qui me la produisait depuis Haïti. Il m'envoyait mon stock personnel. Et c'est une huile que j'affectionnais particulièrement parce que les résultats, même sur mes cheveux défrisés, à l'époque, ça m'a apporté brillance, force. Le noir de mes cheveux était intense. Bon, maintenant, ils deviennent vachement gris, mes cheveux. Je blanchis de bonheur. Mais... Tu te bonifies, c'est pas pareil. Et puis voilà, donc ça a commencé de là. Et puis, petit à petit, ma communauté sur YouTube a grandi. Et puis les gens, il y avait une question qui venait vraiment de manière récurrente. On me demandait, mais est-ce ton huile de ricin, là, est-ce que tu la vends? Donc, à tel point qu'à un moment, j'ai une vidéo qui a cartonné, qui a été vraiment largement plus visionnée que les autres. Et vraiment, tous les commentaires, c'était « S'il te plaît, commercialise ton huile de ricin, s'il te plaît, on aimerait bien l'essayer. » Voilà. Donc, c'est vraiment parti de là. Et moi, pour pousser la curiosité... à son extrême, je me suis dit, bon, j'ai mon petit stock à la maison, je vais dire oui, je vends, et puis on va voir où ça va nous amener. Et puis, de fil en aiguille, très vite, mon stock s'est épuisé. J'ai appelé mon papy, je lui ai expliqué que voilà, il y avait plein de gens qui étaient intéressés par notre huile. Il m'a dit, bon, écoute, on va faire un projet sur 1 an. Donc, parce que lui, du coup, il a pas mal de ses amis qui pouvaient travailler avec lui. Il m'a dit, voilà, pendant 1 an, on va produire un maximum d'huile. Et ensuite, à l'occasion d'un voyage familial, tu viendras récupérer, il y aura plein de valises qu'on pourra mettre à disposition. Donc, du coup, tu pourras revenir avec tout le gros stock. Donc, on était partis sur ce projet-là. En 2018, du coup, on part en famille. Tout se passe bien. Il arrive à produire 26 bidons d'huile de ricin noir. Donc, un bidon, ça représente 3,78 litres. Donc, tout se passe bien. On récupère la marchandise. Par contre, au moment où l'avion doit décoller, donc mon conjoint et moi, on est appelés par l'équipage de bord. Et donc là, l'équipage de bord nous explique que voilà, les autorités aéroportuaires ont besoin de s'entretenir avec nous. Donc on y va. Et là, on nous explique que voilà, en vue d'une utilisation personnelle, les quantités qu'on transporte pour l'huile de ricin sont trop conséquentes. Et donc, on dit OK. On revient en France. Sur les 26 bidons, il nous en reste plus que 4. Et, merde. Pardon. Et donc, c'est là qu'on se rend compte qu'il faut créer une entreprise. Qu'on a un besoin d'un côté, on a le produit de l'autre. Et donc, le seul moyen de pouvoir faire venir la marchandise en France, c'est avec un statut d'entreprise. Donc, c'est parti de là. Mais en réalité, pour répondre clairement à ta question, c'est vraiment les gens qui sont venus chercher Evaser. C'est trop bien. C'est les gens, c'est la communauté qui a créé Evaser. Mais je crois qu'il n'y a pas de plus belle histoire quand en fait ce sont les gens qui te disent non mais vas-y fais-le, nous on attend que toi parce que tu sais quoi produire et finalement t'as peut-être pas toute cette recherche de produits à faire en amont que beaucoup font. Tout à fait. Du coup, c'est vrai que là, pour le coup, c'était facile. Le produit était déjà là. Les tests, puisque quand je vendais, voilà, j'ai rencontré ma petite clientèle en perso à Paris. J'envoyais des petits colis à midi pendant mes pauses déj. Les résultats étaient déjà super concluants. Les gens étaient ravis des résultats qu'ils obtenaient avec notre huile de ricin. Donc, j'étais garantie, en fait, que le produit avait déjà trouvé son marché. Quand tu lances Evaser, est-ce que tu as peur de la concurrence? Tu sais, c'est un marché qui est en pleine expansion. Les offres internationales, comme tu le disais, sont nombreuses. En France, un peu moins. Il y a quelques marques. Est-ce que tu n'as pas eu peur de rentrer dans cet écosystème? Ou est-ce que tu t'es même pas posé la question finalement? Honnêtement, je me suis pas posé la question. Je me suis pas sentie en concurrence, bien que l'huile de ricin, elle est très connue pour stimuler la pousse, l'épaississement des cheveux. Tout le monde connaît déjà l'huile de ricin. En termes d'huile de ricin noir, il y a la Jamaican Black Castor Oil qui existe depuis longtemps et qui, voilà. Donc, mais moi, franchement, là où j'étais, je me posais pas la question. Déjà, je ne savais même pas où est-ce que ça allait m'emmener. Donc, on était là, on avançait. Du coup, j'étais avec mon conjoint depuis le début. Donc, franchement, on avait notre clientèle et je me suis jamais posé la question au départ, en tout cas, de la concurrence. C'est peut-être un stress en moins. Oui, je pense que c'est un stress en moins. Et puis, peut-être que c'est parce que l'entreprise était trop jeune aussi.
Franchement, honnêtement, j'étais focalisée sur ce que j'avais, parce qu'il y avait tout à faire. Bon, il y a toujours tout à faire. On est toujours au début, aux prémices de là où on peut aller. Et du coup, au final, on se pose pas vraiment la question de savoir ce que la concurrence fait. Aujourd'hui, Eva's Hair, ce n'est plus seulement l'huile de ricin, même si c'est le best-seller de la marque. T'as vraiment étendu la marque à une gamme complète pour les cheveux. Donc, on a les soins capillaires, crème, masque, après shampoing. J'ai vu que vous avez maintenant des gummies pour la pousse des cheveux. Je trouve ça génial. Eva, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression quand je regarde tes réseaux sociaux, quand je regarde ta communication, que vous avez fait le choix d'une marque destinée aux cheveux crépus et texturés, dont tu es l'égérie d'ailleurs. Et sur ton site, c'est la femme noire qui est représentée. Et en fait, ma question c'est... Aujourd'hui, énormément de marques qui au départ étaient destinées aux cheveux texturés, crépus, avaient justement une image comme la tienne, c'est-à-dire une image de femme noire, mais avec l'évolution, ont changé cette image pour toucher à une clientèle beaucoup plus large. Est-ce que toi, tu considères qu'on peut être pérenne uniquement dans un marché de niche, comme aujourd'hui c'est le cas pour toi, ou est-ce que tu penses que non, à un moment justement, si on veut grandir, il faut, comme ces marques, s'élargir? Alors du coup, avant de répondre à ta question, je me rends compte que j'ai même pas présenté. Je vais pas présenter Eva's Hair. Donc c'est pour les gens qui nous écoutent et qui savent pas ce que c'est. Donc Eva's Hair, c'est une société de produits cosmétiques pour le soin des cheveux texturés. On s'occupe principalement des cheveux crépus, frisés, bouclés. On a développé vraiment toute une gamme de produits, comme tu le disais, exact. Donc on a commencé avec l'huile de ricin noir d'Haïti et puis très vite notre clientèle a souhaité nous voir développer une gamme de soins pour l'hydratation. Et donc c'est ce qu'on s'est évertué à faire. Donc aujourd'hui on a 1, 2, 3, 4, 5 produits plus des accessoires. Donc dans les produits on va avoir la gamme capillaire avec un shampoing, un masque et puis une crème hydratante sans rinçage, l'huile de ricin bien évidemment et puis les gummies en effet qu'on a sorti cette année. Depuis février 2023. Et alors maintenant, je vais pouvoir bien me focaliser sur ta question. Est-ce que j'ai l'impression qu'il faille s'ouvrir à une clientèle beaucoup plus large pour avoir pour faire croître une entreprise. Alors c'est vrai que par rapport à Eva's Hair, c'est une société qui étant donné que je suis l'égérie de la marque, la majorité des femmes qui vont s'identifier me ressemblent. Donc ça va la plupart du temps être des femmes afro-caribéennes. Et donc c'est vrai qu'on est très niché. Est-ce que je pense qu'il faille s'ouvrir ? Moi, je pense qu'il faut être le meilleur de sa niche déjà. Donc là, c'est vrai que pour l'instant, je suis dans une optique où on a beaucoup de travail. Il y a encore énormément de personnes qui ont besoin de connaître Eva's Hair et qui ne connaissent pas cette marque. Donc l'idée, pour l'instant, c'est vraiment de réussir à toucher toutes les personnes qui peuvent avoir de près ou de loin besoin d'Eva's Hair pour leurs cheveux. Après, c'est vrai qu'en France, on parle de niche. Oui, en France, bon, il n'y a pas d'études sur les statistiques ethniques. On ne sait pas combien de femmes noires il y a en France, mais si on se focalise sur l'échelle internationale, c'est une niche qui vaut vraiment des milliards de dollars, donc on n'est plus vraiment sur une niche, on est vraiment sur un très très beau marché. Donc alors j'aime beaucoup cette phrase parce que moi ça me laisse présager quelque chose de grand pour Eva's Hair. Oui. C'est vrai. C'est vrai que notre objectif au final, ça serait de tendre vers un marché international. Donc voilà, là on se concentre vraiment sur ça. On se concentre sur déjà vraiment répondre à l'attente, à combler le besoin de notre clientèle. Vraiment à 100%. Il faut que nos clients soient 100% satisfaits de nos produits. Et puis ensuite, déjà les produits vont parler d'eux-mêmes, le bouche à oreille va jouer. Et puis aussi, la publicité, bien évidemment, va nous permettre de vraiment bien s'implanter sur le marché national et tendre vers un marché international. Et je suis totalement d'accord avec toi. C'est clair qu'au niveau français, on peut parler d'une petite niche et encore, j'en suis même pas sûre quand on sait que les femmes afrodescendantes dépensent énormément en produits cosmétiques. Donc voilà, mais c'est vrai que quand on regarde le marché international, alors moi je vis à Berlin, j'ai vécu aux États-Unis. Quand on regarde le marché international, alors c'est clair qu'aux États-Unis, au Canada, on a un panel de choix qui est intéressant
intéressant. Mais moi, où je me dis que justement, on a besoin de marques comme Eva's Hair, c'est des marques qui ont de très bonnes compositions. C'est des marques qui ont de très bonnes compositions et qui sont bons, tu vois. C'est pas juste j'ai une bonne composition, mais derrière, je vois pas les résultats sur mes cheveux. Il y a une bonne composition et derrière, je vois les résultats sur mes cheveux. Et je me dis qu'aujourd'hui, justement, on venait dans une ère où on tend vers des produits un peu plus éthiques, un peu plus écologiques. Donc, avoir une marque Black Hound qui, justement, est, je trouve, alignée avec l'actualité, a toute sa place sur un marché international. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Je suis alignée avec ce que tu es en train de dire là. C'est vrai que les États-Unis, pour l'instant, ils se concentrent pas forcément trop sur la compo. Et en même temps, je peux pas trop m'avancer puisque c'est vrai que j'ai pas bien étudié encore ce marché pour savoir si les marques maintenant font très très attention aux ingrédients. En tout cas, je sais que en France, tout le monde fait très très attention à la composition. Donc on s'efforce de vraiment proposer des produits de qualité avec une compo clean. Et franchement, c'est que le début. On va vraiment continuer à mettre toute notre énergie, toutes nos forces au développement de produits vraiment qui donnent des résultats, qui sont très bons en termes de composition. Oui, je pense que c'est ce qui va nous permettre, entre autres, de faire la différence, même si, en fait, au final, il y a tellement de facteurs qui font qu'une marque peut faire la différence ou pas. Bien sûr. Il faut faire des efforts partout sur tous les aspects qu'englobe l'entreprise et puis on se concentre sur ça, on est optimiste. Tu nous disais que l'huile de ricin provenait de la plantation de ton grand-père. Ça a été facile de le convaincre parce que c'était quand même une charge de travail impressionnante que tu lui demandais. Comment il a accueilli cet effort qu'il devait faire? Alors c'est vrai que tout au début par rapport à Haïti, c'était mon grand-père au départ qui faisait... Qui produisait l'huile de ricin, mais ça n'a pas duré bien longtemps puisque ça n'a pas duré bien longtemps puisqu'on est très vite, les volumes, la demande était vraiment trop importante pour qu'on reste sur une fabrication de ce genre-là, donc on s'est plus orienté sur le fait de travailler sous forme de coopérative. Donc aujourd'hui, on travaille sous forme de coopérative, on fait vivre près de 70 familles. Donc en fait, ça nous permet en fait de produire beaucoup plus et surtout de conserver le mode de fabrication qui est traditionnel, artisanal. Donc, mais après, c'est vrai que mon papy, au début, tout ce qu'il voulait, je pense, c'était me rendre heureuse. Ça a marché. Bon, aujourd'hui, malheureusement, il n'est plus parmi nous, mais en tout cas, lorsqu'il a vu l'engouement qui se créait autour du produit, il était vraiment très fier. Il était très fier, très content. Après, c'est vrai que il est en Haïti, donc il comprenait pas trop non plus. Hein. Ils comprennent pas trop, ils font, mais bon, ils comprennent pas, en fait. L'engouement qu'on peut parce avoir. Parce qu'ils sont pas des personnes. Voilà, il n'était pas hyper connecté, donc Internet, ça le dépassait. Donc, Mais tu sais, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que je sais pas si vraiment, tu sais, j'aurais dit qu'ils sont pas connectés, j'aurais dit que des fois, surtout dans les îles, alors moi je suis originaire de la Martinique, toi d'Haïti, souvent dans les îles, surtout nos grands-parents utilisent des techniques qui pour eux sont juste naturel et normal, et c'est cet engouement-là qu'ils comprennent pas de l'autre côté en se disant mais pourquoi vous êtes comme ça ébahis alors que c'est juste normal en fait ce qu'on fait, c'est rien de waouh, et pour nous c'est en mode non mais c'est trop bien, tu réalises pas, c'est trop bien, mais pour eux c'est naturel et c'est des choses ancestrales limite. Tout à fait, pour eux c'est naturel puisqu'ils ont toujours vécu comme ça. Moi c'est vrai que mon papy il habite dans une petite maison dans une province haïtienne qui s'appelle Piton, donc c'est au fin fond de Léogane. Et là-bas, il y a presque pas de réseau. Il y a presque pas de réseau. Hein. Franchement, on peut dire à quel point il est déconnecté. Donc, il vaquait clairement à ses occupations quotidiennes. Moi, c'est vrai, pour moi, c'était incroyable, la fabrication de l'huile de ricin noir d'Haïti, mais pour lui, c'était normal, c'est ce qu'il a toujours connu, donc en effet, pour lui, c'était vraiment, il comprenait pas. Alors justement, tu nous as dit que tu travaillais avec les acteurs locaux là-bas, c'est beaucoup d'emplois, ta marque cartonne, elle représente finalement Haïti. Est-ce que c'est un poids qui est difficile à porter quand on sait que de nombreuses personnes du pays d'où on vient comptent sur nous? Franchement, je le sens pas comme un poids, je le sens vraiment comme une fierté. Donc, d'ailleurs, on a commencé vraiment avec la coopérative parce que l'huile de ricin, c'était un besoin
primaire par rapport à l'entreprise. Mais très vite, en fait, on a souhaité s'engager plus vis-à-vis d'Haïti. Donc, depuis 2021, on finance intégralement une école pour permettre à près de 200 élèves, de bénéficier d'une scolarité gratuite. Et on a lancé un plan de reboisement aussi depuis 2021. Et franchement, pour moi, c'est vraiment pas du tout un poids. Je suis vraiment contente de le faire. J'espère qu'on pourra faire encore plus, aller encore plus loin. Non, c'est vraiment pas un poids, c'est une fierté. Et j'espère que je vais inspirer d'autres personnes à faire la même chose, ou voire mieux. Est-ce que tu as des retours positifs au niveau un peu plus haut en Haïti, par exemple, les politiques, les choses comme ça, sur ce que tu fais, justement? Pour l'instant, bon, c'est vrai que j'ai du mal à répondre à cette question puisqu'on ne fait pas de veille, on ne sait pas qui nous surveille. Donc, après, on est très conscient du fait que le poids de notre entreprise pourra nous permettre sur le long terme de faire une très grande différence, on espère, en Haïti. Là, en tout cas, on sait que économiquement parlant, voilà, lorsqu'on avait commencé, c'était quelques barils par-ci par-là. Aujourd'hui, on remplit des containers entiers. On sait qu'on a un impact positif sur l'économie des provinces haïtiennes. Et en continuant dans ce sens, on finira peut-être par avoir un impact politique. Bon, on ne sait pas. Mais en tout cas, nous, là, on peut œuvrer, là, ça nous va très bien. Donc, on va continuer à avancer dans ce sens-là et à améliorer la vie des Haïtiens, puisque c'est ce qui compte pour nous. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, une entreprise doit avoir une vocation sociale quelque part? Est-ce que tu penses qu'en 2023, on ne peut pas dissocier justement cet impact humain, voire même cet impact écologique qu'a une entreprise et que c'est quelque chose qu'il faut totalement prendre en compte? Je pense que oui, en effet, aujourd'hui en 2023, une entreprise doit avoir un impact social d'une manière ou d'une autre. Pourquoi ? Parce que c'est important. C'est important. Alors pourquoi je trouve que c'est important, c'est quand on peut le faire, alors on doit le faire. Si on a la chance de pouvoir changer, avoir un impact social dans peu importe le secteur, il faut y aller, il faut le faire. Si on peut aider l'autre, vraiment, il faut le faire. Même si c'est tout petit, même si ça a très très peu, même si on a l'impression que ça a très très peu d'impact, il faut quand même le faire puisque à la fin du jeu, ça aura un impact. Clairement, et des fois, ce qu'on considère petit, pour celui qui le reçoit, c'est énorme. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Quand on a la possibilité de faire quelque chose qui pourrait potentiellement changer la vie de quelqu'un, ben, faut le faire. On va continuer sur le social. EVAS-R grandit vite. Comment on fait pour s'entourer des bonnes personnes, pour recruter les bonnes personnes? Je me dis, quand on sort du salariat, qu'on crée sa boîte et que ça grandit aussi vite, c'est peut-être déstabilisant de se dire, mince, je peux pas tout faire toute seule, il faut que je m'entoure. Comment tu fais? Comment t'as fait? Comment j'ai fait? Alors, c'est une très bonne question parce que là, du coup, le recrutement, c'est vraiment, cette année, on est en plein dedans. C'est vrai qu'au démarrage, pour nous, c'était vraiment l'automatisation des systèmes. Parce que, par exemple, moi, je savais en lançant le site internet que je pourrais pas préparer des colis. Ça veut dire que dès le premier jour du site internet, on travaillait déjà avec un logisticien qui, lui, recevait les commandes journalières du site internet, préparait les commandes, les expédiait. Il y avait le retour des numéros de suivi des colis qui se faisaient automatiquement sur le site internet. Et donc, du coup, plein de petits aspects comme ça nous ont permis de ne pas avoir à recruter en interne tout de suite. Donc, du côté du laboratoire avec lequel on travaille au départ, c'était que le conditionnement de l'huile de ricin, mais après, très vite, ça a été la production de la gamme capillaire. Pareil, on travaille toujours avec des prestataires externes, donc laboratoire, logisticien. Pour le site internet, on n'a pas internalisé, c'est un webmaster externe. Donc, c'est vrai que pour le lancement de l'entreprise, la majorité des ressources, c'est externalisé. Pourquoi on a fait le choix de l'externalisation des ressources? Parce que franchement, ça s'est fait naturellement. L'objectif, c'était vraiment automatisation des systèmes. Automatisé parce que l'être humain fait plus d'erreurs que les machines.
Donc voilà, malheureusement, donc l'idée c'était de faire en sorte qu'un maximum de choses, tout ce qui pouvait être fait par une machine, soit fait par une machine. Après, à un moment donné, c'est vrai que ta société, elle va grandir et tu vas avoir besoin d'avoir des ressources en interne pour continuer à apporter à ta clientèle le service qu'il mérite. Donc, pour ce faire, cette année, là, on est en 2023. Ouais. Ah, donc, ça fait... Alors, du coup, on a recruté, on a vraiment... Parce qu'on est une toute petite équipe, on est 4. Okay. Donc, on est 4 aujourd'hui. Donc, on a vraiment, tout au départ, donc jusqu'à janvier 2021, c'était mon conjoint et moi qui étions vraiment les 2 seuls salariés de la boîte. Mais avec le lancement de la gamme capillaire, l'ouverture d'une boutique physique à Paris, les réseaux sociaux qui ont explosé, il fallait qu'on recrute. En plus, on venait d'avoir un bébé. On tenait plus. Là, merci. Maintenant, elle a 2 ans. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était très compliqué. Hein. Il y a une période qui était assez compliquée. Donc, et c'est là qu'on a recruté parce que vraiment, on voyait que là, à vouloir tout faire, on allait aller nulle part. Donc, tout d'abord, on a recruté une chargée de relations clients pour le magasin, puisque au départ, c'était un pop-up, hein, mais les gens ont tellement apprécié et ils nous ont expliqué que... Et c'était génial, en fait, le fait de créer un pop-up parce que ça nous a permis de voir la clientèle et la majorité nous a dit, voilà, nous, on adore ce que vous faites, Evaser, on adore cette marque, mais honnêtement, en ligne, j'achèterai jamais vos produits. Donc, c'est très bien que vous ayez une boutique parce que moi, ma carte bleue sur Internet, c'est pas possible. Et c'est là qu'on s'est dit, bon, bah, la boutique, en fait, on va la garder. On va la garder. Surtout qu'au départ, on n'avait pas de point de vente. Là, maintenant, on en a une 50aine, mais au départ, on n'avait que la boutique. Et donc, du coup, au départ, j'étais dans la boutique. Des fois, mon conjoint y allait, mais c'était pas possible. Donc, on a recruté. Ouais, non. Sur le long terme, c'était pas vivable. Donc, on a recruté pour ça. Ensuite, les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que moi, bah, c'est une société qui est née des réseaux sociaux, hein, donc en grande partie. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Enfin, c'est très important pour nous de rester hyper actifs sur les réseaux sociaux. Et les gens ont besoin d'une réponse, les gens ont besoin qu'on soit petit soin pour eux. Et c'est vrai que moi, j'arrivais plus à le faire parce qu'il y avait trop de volume. Donc, on a recruté une community manager. Donc là, aujourd'hui, voilà, que ce soit en physique, en ligne, tout le monde est traité, un traitement personnalisé. C'est ça notre ADN, c'est ce qu'on souhaite en fait pour notre clientèle. Donc là, voilà, ça va mieux, on respire, on peut grandir sereinement. Pour l'instant, à 4, on avance. Nous, on prend notre temps. Franchement, pour le recrutement, on prend notre temps parce que c'est très difficile de recruter. Il faut avoir de la... Ouais. Toi, tu recherches quoi, justement? Quand tu recrutes quelqu'un, tu recherches quoi? Est-ce que tu recherches d'abord un CV? Est-ce que ça va être d'abord un feeling? C'est quoi le plus important pour toi? C'est les deux. Et je pense que c'est plus le feeling en réalité, parce que des fois, t'as des super CV. Franchement, t'as des CV sur le papier, tu te dis « Waouh, c'est canon !» Mais une fois que tu reçois la personne en physique, tu te dis en fait, ça ressemble déjà la manière de s'exprimer, enfin la manière d'être. Tu te dis « Bon voilà, là aujourd'hui, on est 3 au bureau. Est-ce que je sais que une seule personne change complètement l'atmosphère en fait qu'il y a dans le bureau, donc on est hyper vigilant sur les recrutements. On y va doucement parce qu'on sait que c'est vraiment un sujet très sensible. Pour l'instant, on a eu de la chance. Tous nos recrutements se sont super bien passés. On a vraiment des salariés qui sont passionnés, limite par ce qu'elles font. Elles voient l'entreprise grandir, elles sont personnellement impliquées parce qu'elles savent que leurs actions ont un impact direct sur l'image de notre société. Donc voilà, on s'évertue à leur transmettre des valeurs qui nous sont très chères. Justement, l'entreprise se développe vite, comme je l'ai dit en introduction. Vous avez passé la barre du million de chiffre d'affaires. On va parler finance. Quand on crée une société, peu importe le secteur, là en l'occurrence c'est capillaire, on nous dit très souvent qu'il faut avoir des fonds propres, il faut investir. Comment on fait quand derrière on n'a pas un grand groupe pour nous soutenir et qu'en face on a des mastodontes comme, je sais pas, L'Oréal, les Secrets de Loli, des choses comme ça? Comment on fait quand on est tout petit en se disant bon, je mets combien, je fais comment pour avoir des aides ou des choses comme ça? C'est vrai que depuis le début de la société, en effet on a passé la barre du million l'année dernière et on est en fonds propres.
Donc on est en fond. Bien, c'est Et trop on bien. est rentable depuis le début. Donc comment on a fait? Ben c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas évident du tout. Au lancement de la société, ben c'est nos économies qui sont parties. C'est nos économies qui sont parties littéralement pour la création de la boîte. Après voilà, on se fait accompagner quand même. On se fait accompagner par des banques, mais encore une fois, il faut avoir un super bon dossier. Donc, franchement, je sais pas comment on fait. Ouais, je sais pas comment. C'est excellent. Je sais pas. En fait, on trouve toujours un moyen d'avoir. Parce que nous, c'est vrai que notre plus grand problème, c'était la rupture de stock. Donc, en fait, on tombait. Là, ça va mieux. Cette année, c'est vraiment stabilisé. Mais au lancement du business, jusqu'à l'année dernière, on était tout le temps, là, l'année dernière, on a passé 3 à 4, peut-être même 5 mois en rupture de stock. Parce que vous grandissez trop vite. Voilà, on grandit trop vite, on n'arrive pas à avoir assez de produits pour bien servir notre clientèle, parce que voilà, on était obligé de vendre un maximum pour récupérer les fonds, pour le réinjecter, pour repasser commande. Et c'est ça en fait qui nous est tombé en rupture de stock. Donc là, c'est vrai que cette année, étant donné que notre dossier a bien évolué, il est meilleur, notre banque se mouille un peu plus, elle nous accompagne, mais c'est un combat de tous les jours. Il faut pitcher. En fait, il faut tout le temps pitcher pour ta boîte, dire voilà, nous, ce qui se passe, c'est génial, on a fait tant, on est rentable, et accompagnez-nous, vraiment, c'est un investissement qui en vaut vraiment la peine. En fait, il faut savoir, il faut être un bon orateur, pour être suivi aujourd'hui. Et même le fait d'être un bon orateur ne garantit pas qu'on va t'aider. Qu'une banque va t'accompagner, va te prêter. Mais bon, au final, ça finit par marcher. On finit toujours par débloquer un prêt qui va nous permettre de sécuriser du stock pour pouvoir aller plus loin. Mais là, c'est vrai que maintenant, on peut prendre plus de hauteur, placer des plus grosses commandes, raccourcir les délais entre le passage de chaque commande. Donc, du coup, ça nous permet de ne plus tomber en rupture de stock comme l'année dernière ou depuis le lancement de la boîte. Et surtout, ça nous permet d'avoir des fonds pour la suite. C'est hyper intéressant ce que tu dis, et il y a un truc sur lequel je vais rebondir. Tu viens de me dire justement on doit tout le temps finalement pitcher, et je me dis finalement c'est quoi ton quotidien, c'est ta vie d'entrepreneur aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que c'est toujours la youtubeuse sur YouTube qui a passé la barre des 100 000 followers d'ailleurs, ou est-ce que finalement c'est plus du tout ça? C'est quoi ton quotidien? Alors mon quotidien, c'est vrai qu'il est très difficile à décrire parce que déjà chaque jour ne se ressemble pas. En fait, c'est vraiment par vague. Il y a des périodes où à la fin de mois, en fait, on fait tout. Donc moi, en tant que cofondatrice, j'ai énormément de casquettes. Je fais beaucoup d'admin. Je fais les RH, admin, RH, manager, du coup, par rapport à nos salariés. Et c'est vrai que la casquette d'égérie de la marque avec une présence sur les réseaux sociaux, je dois la garder. Donc, je me force à la garder. Je crée du temps. Donc, avant, je sacrifiais mes nuits, mais là, c'est bon, j'ai décidé d'arrêter. Je ne sacrifie plus mes nuits. Mais c'est vrai que après, voilà, il y a la gestion des fournisseurs, tous les fournisseurs avec lesquels on travaille. Voilà, il faut avoir de la hauteur sur la comptabilité. Bon, ça, c'est une autre casquette. Donc, c'est plus mon conjoint qui l'a, les finances, mais c'est quelque chose qui est très important aussi. Donc, c'est vrai qu'on a aujourd'hui, en tant que cofondateur, mon conjoint et moi-même, toutes les casquettes. Ouais, donc ça demande énormément de travail. Ouais, faut avoir... ça demande beaucoup d'organisation. Énormément de... Ouais, surtout qu'à la fin, Non, je disais que c'est super important de le dire parce que des fois, on a l'impression, on voit surtout que les aspects positifs, surtout, tu vois, des sociétés comme la tienne qui rayonnent, on a l'impression que, finalement, c'est easy. Et tu vois, en nous parlant de ton quotidien, tu nous montres que non, c'est tout sauf simple. Non, c'est pas easy. Franchement, en fait, heureusement qu'il y a la passion. Parce que je suis passionnée quand il y a des difficultés, plein de trucs qui avancent pas comme je voudrais que ça avance. Des nouvelles, des fois, t'as un email, tu te dis, oh là là, ta journée, elle est ruinée. Mais, non, vraiment, et puis, il faut être sur le dos de tout le monde, surtout. Il faut tout le temps être sur le dos de tout le monde. Et c'est vrai que moi, de personnalité, je suis pas une personne...
je suis pas une personne qui tape sur les doigts tout le temps, mais j'ai dû développer cette j'ai dû développer cette compétence-là. Justement, t'as l'impression que t'as grandi depuis le début d'Eva's Hair, que t'as appris des choses que tu ne pensais même pas pouvoir maîtriser un jour. Énormément. Ah oui. Ouais. Franchement, je pensais pas que je pourrais être à la tête d'une société comme Eva's Hair, qui cartonne autant. J'apprends tout le temps. Je continue d'apprendre. Il y a encore beaucoup de choses dont j'ai conscience. J'ai conscience qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Donc, je veux rester en fait up to date. Je veux continuer à me former. Mais j'ai énormément appris, hein, que ce soit sur l'aspect managérial, fiscalité, juridique, tout. Vraiment, c'est... Mais tu vois, tu nous dis que t'apprends encore et que t'as encore des choses à apprendre. Et je trouve que tu partages aussi beaucoup, tu vois, ne serait-ce qu'alors sur tes réseaux, mais tu fais aussi beaucoup de conférences, de galas. Est-ce que pour toi, c'est important de transmettre, de justement tout ce savoir, tout ce que t'as appris, tout ce que tu vis, partager l'expérience, ça représente quoi pour toi? Pour moi, le fait de partager, c'est normal. C'est normal. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les choses que je partage, notamment sur les réseaux sociaux, en fait, je me mets à la place d'une jeune femme afrodescendante qui aurait souhaité... je me dis, voilà, si j'étais à sa place, quel type de conseils j'aurais souhaité recevoir? En termes de visibilité par rapport à une marque, quel type de transparence j'aurais voulu percevoir si j'étais une cliente d'une marque. Donc j'essaye vraiment de me mettre dans la casquette, dans la peau soit d'une prospect, soit d'une cliente, même si je sais que c'est impossible aujourd'hui. C'est très difficile en fait ce que je dis là, parce que voilà, il y en a beaucoup, chaque profil est différent. Et puis moi aujourd'hui, mon profil, le fait d'avoir développé une marque, on est tellement nombreuses. C'est-à-dire que j'ai oublié en fait l'époque où j'étais cliente. Je ne me souviens plus de pourquoi j'achetais tel ou tel produit. Il y a plein de choses que je ne sais plus. J'ai beau essayer de me remémorer, mais je ne sais pas ce qui m'inspirait dans le fait d'acheter chez Tant ou chez A ou chez B. Donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce que je sais, c'est que le partage, le fait d'aider, il faut aider les autres, hein, pour que les autres puissent t'aider en retour. Donc pour moi, c'est normal de partager. Et finalement, quand tu parles d'aider en retour, je trouve que, tu me diras si je me trompe, mais je trouve que ta communauté, elle est hyper présente dans justement la création de ta marque au quotidien, dans les retours, tout ça. Ça te permet aussi de faire grandir ta société. Tout à fait. C'est vrai que la société, elle est là où elle est parce que les produits, on les a développés avec notre communauté, justement. Et donc, d'où l'importance, en fait, de partager, parce que c'est les clients qui nous disent. Donc jusqu'à présent, c'est toujours eux qui nous ont dit concrètement ce qu'ils voulaient. Lorsqu'on a développé la gamme capillaire, on avait une très grosse palette de testeuses. On a testé, c'était 2 ans de recherche et développement. Mais si les testeuses disaient non, donc ce produit-là, moi j'aime pas parce que si, ça, si, Donc du coup, j'étais en train de dire que, lorsque des testeuses nous disaient voilà, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, on aimerait plutôt que ce soit comme ça. Pour nous, franchement, c'était primordial de les écouter parce que autrement, si on les avait écoutés, on serait pas Clairement. Là. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent dans ta casquette d'entrepreneur, homme, femme, peu importe? Oui, alors j'ai plusieurs personnes qui m'inspirent vachement. Donc, en première position, je vais mettre Michelle Obama. J'adore. Alors Michelle Obama, elle est super inspirante. C'est une telle oratrice. Elle vend du rêve en fait. À chaque fois qu'elle s'exprime, elle te vend, et elle te vend pas le truc, hein, c'est spontané. Ouais. Et j'adore l'écouter parler, j'adore sa présence sur scène, je l'adore. Après, comme autre personne qui m'inspire vraiment, Steve Jobs de Apple. Ok. Ouais, pourquoi? Parce que Apple, c'est une marque, c'est incroyable. Et en fait, c'est l'aspect novateur en fait qu'il a apporté à de simples ordinateurs, qui a su faire la différence. Donc vraiment tout ce qui est marketing, conception d'un produit, c'est vraiment un aspect auquel il faut s'attarder. C'est parce que ça peut vraiment clairement faire la différence pour le développement d'une entreprise. Après, comme autre figure inspirante, j'ai Jeff Bezos. En fait, je suis vachement impressionnée par tous les gens de la GAFAM, en fait. Ok. Jeff Bezos, Bill Gates, Steve Jobs. J'ai lu leur biographie. Non, mais j'aime trop ce qu'ils font. Amazon, pourquoi? Parce que c'est la marketplace, c'est la plus grosse marketplace du monde.
Et à l'époque, tout simplement. Vraiment. Et lorsque j'achetais mes premiers livres sur Internet, sur les cheveux, hein, donc c'était que des Américains qui faisaient. Enfin, un des livres qui m'a vachement inspiré dans mon développement capillaire, c'est The Science of Black Hair de Audrey Davis. Ouais, je l'ai acheté, ouais. Tu l'as acheté toi aussi? Vraiment, ouais, si vous voulez comprendre ce qui se passe au niveau de votre tignasse, vraiment, n'hésitez pas. Je sais pas s'ils le font en français, par contre, mais en tout cas, c'est vraiment un livre à avoir si vous voulez comprendre vos cheveux. Tout à fait. Il est incroyable. À l'époque, il était que sur Amazon. Donc, moi, qui avais peur de mettre ma carte bleue sur Internet, la première fois que je l'ai fait, c'était avec Amazon. Et donc, c'est parce qu'ils ont cette pluralité d'offres. Et donc, du coup, par rapport à Evaser, ça m'inspire. J'essaye de voir ce que je peux implémenter qui peut être intéressant. Et puis, Bill Gates par Microsoft, voilà. Microsoft, même si c'est pas extraordinaire, mais c'est cette expansion mondiale que j'admire. Donc cette expansion mondiale que j'admire, le stratège fin qu'est Bill Gates m'intéresse beaucoup. Donc voilà, c'est ces figures. Mais je te comprends totalement. Mais je comprends totalement que tu nous cites ces gens-là. Et c'est vrai que, alors moi aussi, hein, je suis fascinée par les parcours professionnels des personnes que tu as citées. Et il y en a d'autres qui se rejoignent aussi. Et c'est vrai que des fois, on peut entendre, ouais, mais ces gens, ils sont pas bien, c'est pas des bonnes personnes, tout ça. Mais j'arrive à faire la différence entre le parcours pro, qui est hyper inspirant parce que justement, ils ont fait des choses incroyables, ils ont osé des choses que personne n'avait osé avant, et à côté de me dire ouais, c'est un connard, mais derrière il est quand même très intelligent, tu vois. J'arrive à faire ce distinguo. C'est clair. Comme par exemple il y a un livre que j'adore, et c'est la biographie du créateur de Nike. Si jamais vous l'avez pas lu, mais lisez ce livre, il est juste génial si vous avez besoin de motivation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Nike, malheureusement, c'est une marque que je trouve qui se perd dans ses valeurs, alors qu'avant il y avait des valeurs hyper fortes. Mais derrière, je suis quand même consciente que le mec qui a créé Nike, c'est un visionnaire et que c'est un mec hyper fort et qu'il a su s'entourer des bonnes personnes. Il a peut-être pas été toujours très cool, mais voilà quoi, ce qu'il a créé, c'est juste incroyable. Tout à fait. Et surtout, voilà, ce sont des personnes qui ont changé le monde, qui nous ont apporté de la valeur, qui ont amélioré nos conditions de vie. Hein, là, pour moi, c'est vraiment des gens de la tech, donc en termes de technologie. Mais bon, il y en a plein d'autres que j'ai pas cités, que j'admire aussi. Et en fait, à la fin du jeu, c'est si tu arrives à améliorer la vie des gens, tu vas grandir. C'est ce que je comprends. C'est clair. C'est clair. J'adore cette phrase et je suis totalement d'accord avec toi. Justement, en parlant de choses positives, quel est ton plus beau souvenir depuis la création d'Evas Air? Ce truc où tu te dis, putain, ça, j'oublierai jamais. Alors, mon plus beau souvenir, le jour de la création... Alors, depuis la création d'Evas Air. Ah là Alors, le plus beau... Alors, je vais peut-être citer celui que j'oublierai jamais. Celui que j'oublierai jamais, c'est peut-être le jour du lancement du site internet de la marque. C'était le 2 septembre 2019. C'était incroyable parce que il y avait beaucoup de stress. Parce que du coup, tu vois, là, j'en parle, je suis stressée. Tu m'étonnes. Énorme. Il s'est passé quoi? Vas-y, raconte-nous, j'ai envie de savoir. Déjà, l'engouement. On était hyper contents puisque dès l'ouverture, mais franchement, il y a eu une pluie de commandes. C'était incroyable. Et en même temps, le stress parce que le site internet n'était pas optimal. Ah mince. En fait, on avait trop de monde. On avait développé ce site internet avec un prestataire qui n'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Pour te donner un exemple concret, le site internet a planté le jour du lancement. Il a planté, on va dire, on l'a lancé à 9h, il a planté vers midi. Ah mince. Donc on s'est rendu compte très vite que c'est parce qu'il n'y avait pas assez de capacité. Sur le site, nous, on ne savait pas en fait qu'il fallait acheter de la capacité selon le trafic que tu attends sur le site. Le webmaster avec lequel on a travaillé, apparemment, je ne sais pas s'ils ne savaient pas ou s'ils ont oublié de nous transmettre cette information, mais quel stress. Donc finalement, comment tu vis le truc? Ah mais c'est l'angoisse, c'était super angoissant et il y avait plein de choses qui allaient pas sur les sites internet. Donc du coup on était très très contents de recevoir autant de commandes, mais en même temps on se disait il y a tel truc qui va pas, comment on va faire.
par exemple, tout au début du site internet, il n'y avait pas le retour du numéro de suivi qui allait se greffer sur la commande. Je ne sais pas si ça fait sens aussi. Oui, quand tu passes commande, après le paiement, justement, on te dit merci pour votre achat, le numéro de suivi, voilà. Voilà. Donc 2 jours après, tu es censé recevoir ton numéro de suivi. Et nous, il n'y avait pas, le webmaster avec lequel on travaillait à l'époque n'avait pas réussi à créer cette passerelle. Donc du coup, pluie de SAV. Où est mon colis? Donc du coup, il fallait passer... Mais j'imagine. Surtout quand t'es toute seule et que tu te dis mince, qu'est-ce qui se passe? Mais on a tout bien fait et finalement, non. Fait, ça. Ouais. Et on savait, de toute façon, on savait que ça allait arriver puisque de toute manière, on l'avait lancé en toute connaissance de cause. Mais très vite, on a pu rebondir, heureusement, trouver vite un autre webmaster qui nous a refait à zéro le site internet. Donc voilà, il a totalement refait. Fin septembre 2019, on a basculé sur un nouveau site où tout était fonctionnel. Alléluia. Et là, on a pu poursuivre en fait une croissance sereine. Mais c'était très angoissant, en même temps très excitant. C'est un sentiment qui est très difficile à décrire. Donc il y a la satisfaction de voir que les gens sont au rendez-vous et en même temps le stress parce que le site n'est pas complètement terminé. Mais en même temps, on était obligé de se lancer parce qu'à un moment donné, il fallait y aller. Ouais. Donc, mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu dis, voilà, on savait que tout n'était pas parfait, mais on l'a quand même fait. Et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, dont moi, je ne m'enlève pas du lot, qui attendent très souvent et malheureusement que toutes les étoiles s'alignent, tu sais, avant de se lancer, alors que t'es la preuve vivante que, non, des fois, c'est pas parfait, mais ça va quand même le faire. Tout à fait. Et finalement, la plupart du temps, ça va être comme ça. Tu vas lancer, c'est pas parfait, mais au fur et à mesure, tu vas améliorer en fait l'offre que tu vas proposer jusqu'à ce que ça soit parfait. Mais c'est vrai que la plupart du temps, les étoiles s'alignent pas forcément. Des fois, il va toujours manquer une étoile, mais c'est pas grave, on avance. On avance quand même. Tu vois comment Evaser dans 10 ans? Alors, Evaser dans 10 ans, c'est vrai que là, jusqu'à présent, j'ai toujours été surprise de voir la croissance d'Evaser. Moi, 1 million l'année dernière, voilà. Waouh! Donc, c'est vrai que maintenant, dans 10 ans, si je peux donner ma vision pour Evaser, déjà, une entreprise d'envergure internationale. Moi, c'est vrai que ma vision, ce serait que toutes les femmes afro-descendantes du monde connaissent Evaser. Après, est-ce que ça peut se faire en 10 ans? Ça peut. Pourquoi pas? Je pense qu'avec un bon marketing, de la bonne publicité... Moi, je dis que ça peut. Moi, j'y crois et je pense que ça peut. J'y crois. C'est quoi les prochains projets dont tu peux parler qui arrivent bientôt? Alors, les projets qui arrivent bientôt, déjà, en septembre, cette année, on va célébrer les 4 ans de la marque Evaser. Donc, du coup, ça va être grandiose. On va lancer une belle campagne de publicité. On va être dans les couloirs de métro de Paris. Trop bien. On va être dans tout Paris aussi, en haut, du coup. Donc, on a hâte de pouvoir propulser ça, de voir ce que ça va donner. Après, c'est vrai que pour le plus court terme, là, au mois d'août, on va faire une tournée d'ateliers capillaires gratuits en Guadeloupe. Donc, trop bien. Du coup, c'est vrai, c'est la première fois qu'on sort de la France métropolitaine pour aller à la rencontre de notre clientèle. Donc, on est vraiment excités de voir ce que ça va bien pouvoir donner. Après, après, c'est trop loin. Je peux que parler de septembre, là, cet été. c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ça fait déjà bientôt 1 heure qu'on papote et je pourrais encore rester 1 heure avec toi. Mais bon, je sais qu'en femme d'affaires, tu as beaucoup de choses à faire. Donc, je te pose la dernière question qui souvent est celle qui a le plus d'impact pour les personnes qui nous écoutent parce que c'est la dernière chose qu'ils retiennent. Justement, si tu avais un message à faire passer, quelque chose que tu veux absolument transmettre, quelque chose de ton expérience ou ce que tu veux, c'est à toi. Par quoi tu voudrais terminer cet épisode? Alors, si je pouvais transmettre quelque chose, ça serait à tous les entrepreneurs en fait qui souhaitent se lancer. Lancez-vous imparfaitement. Donc c'est pour en revenir au fait des étoiles qui s'alignent. Les étoiles ne vont pas forcément s'aligner, mais lancez-vous. Au fur et à mesure, vous peaufinerez votre projet. Merci beaucoup Eva, merci pour ce moment. Beaucoup, Sia. Merci d'avoir partagé toute cette aventure avec nous qui est quand même incroyable. Si on veut te contacter, suivre les aventures d'Evaser, commander Evaser, ça se passe comment?
Tout à fait. Alors, pour Evaser, vous pourrez nous retrouver déjà sur notre site internet www.evaser.fr. On est sur Amazon, on est sur Cdiscount aussi depuis peu. On a notre boutique parisienne dans le 5e arrondissement de Paris, donc au 17 rue du Cardinal Lemoine. On travaille avec une 50aine de revendeurs en fait dans toute la France métropolitaine ainsi que les dom-toms. Donc sur notre site internet, dans le coin nos points de vente, vous pourrez trouver tous les points de vente et en trouver un peut-être à proximité de chez vous. Et puis sur les réseaux sociaux, Evaser, tout simplement, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur Pinterest, sur LinkedIn. Partout. Partout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cynthia. Avec plaisir. Merci aussi à vous qui êtes là chaque semaine de plus en plus nombreux. Merci pour tous vos messages, tous vos retours concernant mes invités qui sont juste incroyables et qui nous donnent de leur temps, qui nous donnent leurs astuces, leur vision du monde. Merci à vous tous parce que c'est grâce à vous que ce podcast existe. Et comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et à très vite.